Cube Radio. La première fois que je suis venu à Montréal, j'ai sauté dans le métro pour me rendre ici, au parc Jean-Drapeau. Après quelques minutes de marche, j'arrive sur la ligne de départ où on peut lire cette célèbre inscription que j'ai devant moi. Salut Gilles, blanc sur noir, peinte sur l'asphalte. Salut Gilles. 2 mots qui rendent hommage à un pilote québécois parti de rien et qui est entré dans la légende de son sport. Cet homme, c'est Gilles Villeneuve. Je me suis imaginé dans les estrades, la foule debout, hurlant de bonheur quand sa Ferrari a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur en 1978. Gilles Villeneuve, voilà le vainqueur, Gilles Villeneuve de Berthier, et la foule, premier triomphe en Formule 1, Gilles Villeneuve, tremble où nous sommes. Incroyable mais vrai, bravo Gilles Villeneuve. C'était la première fois que le Grand Prix se déroulait sur cette piste, à l'île Notre-Dame, à Montréal. C'était aussi la première fois qu'un pilote québécois coursait devant les siens pour un Grand Prix de Formule 1. On peut s'imaginer l'ambiance qu'il y avait. On pourrait presque entendre le son de son moteur résonner sur les murs de béton autour de moi. Et la foule en liesse. Pour moi, Gilles Villeneuve demeure, encore aujourd'hui, l'une des grandes légendes de la Formule 1. Et son histoire est tout simplement incroyable. On n'a pas besoin de la romancer pour en faire un film hollywoodien. Et je pense que sans avoir connu Gilles, c'est difficile de comprendre à quel point il a toujours vécu sa vie à 300 km/h. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Premier épisode, jeune et déjà intrépide. Comme vous pouvez l'entendre, je suis né de l'autre côté de l'Atlantique, très loin de la terre natale de Gilles Villeneuve. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui peut bien le pousser à vouloir faire une série de balados sur l'histoire de Gilles Villeneuve ? Et d'un certain côté, je vous comprends. Je suis né à Paris, au milieu des années 80, dans une famille de musiciens et de chanteurs. Mais moi, c'était pas la musique qui me faisait vibrer, c'était les moteurs. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été passionné par l'automobile, alors que ça n'intéressait pas vraiment les gens autour de moi. J'adorais regarder les courses de Formule 1 le dimanche. C'était l'époque de la lutte entre Alain Prost et Ayrton Senna, une période considérée comme un âge d'or de la Formule 1. Quelques années plus tard, en 1999, j'ai 14 ans. À ma fête, ma mère m'offre un livre que je pourrais presque réciter par cœur tellement je l'ai lu. 50 ans de Formule 1. C'est dans cet ouvrage que j'ai découvert l'histoire de mon sport préféré, mais aussi les exploits d'un certain Gilles Villeneuve. Avec l'arrivée d'Internet, j'ai enfin pu voir ses dépassements courageux, son pilotage spectaculaire, ses victoires les plus mémorables, mais aussi son accident mortel. C'est comme si j'avais vécu sa carrière par procuration, avec quelques années de retard. Et comme pour beaucoup d'amateurs de Formule 1 en Europe, Gilles est devenu un pilote à part dans mon cœur de passionné. Après mes études de journalisme, j'ai travaillé dans un magazine de moto à Paris. J'avais plusieurs casques différents, dont un modèle orange que j'avais modifié pour qu'il ressemble à celui de Gilles. Et au début des années 2010, la coque de mon iPhone, c'était un dessin stylisé de son casque. Depuis mon adolescence, il a toujours fait partie de ma vie. Et je me suis souvent demandé à quoi ressemblait sa vie avant la Formule 1, quand Gilles était encore un petit gars de Berthier parmi d'autres. Commençons par le tout début, avant même qu'il ne prenne place sur une grille de départ. Gilles Villeneuve est né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors qu'on associe souvent Gilles à Berthierville, il a en fait passé ses premières années dans la région de Chambly. C'est quand il a 8 ans que ses parents déménagent à Berthierville, qu'ils ne quitteront plus ensuite.
Si aujourd'hui on parle de Berthierville, sachez que plusieurs l'appellent encore Berthier, mais c'est le même endroit. Son père, Séville Villeneuve, c'était un accordeur de piano. Il se déplaçait un peu partout au Québec et il pouvait passer des heures à ajuster un instrument de musique. Sa mère, Georgette Coupal, était couturière. Influencé par son père, Gilles aimait aussi beaucoup la musique, bien avant de se passionner pour les moteurs. Il va d'abord apprendre le piano, avant de devenir un bon joueur de trompette. Les parents de Gilles étant décédés depuis longtemps, j'ai pas pu les rencontrer pour leur demander à quoi ressemblait la vie à Berthier. Mais j'ai pu parler à son frère, Jacques. Oui, le fameux Jacques Villeneuve. Celui qu'on surnomme l'oncle pour le distinguer du fils. Le gars de la motoneige. Il m'a gentiment reçu chez lui, avec son franc-parler et son débit de parole aussi rapide qu'une voiture de course. Dans le balado, vous allez souvent entendre les gens l'appeler Jaco, Jacques frère, et parfois même mon oncle Jacques, même s'il aime pas vraiment ce surnom-là. 40 ans qu'il nous a quittés. Puis je voulais... 40 ans, ça passe vite. 40 ans. Bon, vu que la vaccination contre la Covid débutait à peine, nous avons fait l'entrevue dans son garage, à plus de 2 mètres de distance et avec la porte ouverte. Il y a donc quelques bruits ambiants, comme vous pouvez le constater. Gilles était un petit peu comme ma mère, un peu gêné froid, puis sans être 100% gêné. Puis moi, je suis contraire, moi, je suis comme mon père. Le cœur en main, qu'est-ce que t'as besoin, puis je chante avec tout le monde, j'embrasse tout le monde, ou qu'importe, tu sais. Mais Gilles, c'était comme ma mère. Froid un peu, tu sais. L'image de Formule 1 ne représente pas ça tout le temps, parce qu'il faut que tu parles à tout le monde, tu vois tout le monde, tu sais. Pas que c'était un élevé, hey, je suis un frère, parle-moi pas, ou quoi que ce soit, non. Il était le même, tu sais, un peu froid envers du monde qui connaissait pas, ou quoi que ce soit, là. Comme ma mère était. Jacques Villeneuve étant lui aussi un passionné de course et de mécanique, j'étais convaincu qu'il partageait ça avec Gilles depuis l'enfance. Pourtant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et il faudra attendre quelques années pour que les deux frères se rapprochent vraiment. J'ai 3 ans et 10 mois plus jeune que Gilles, mais moi, bébé de caractère et lui, vieux de caractère. Fait qu'en réalité, j'avais 6 ans entre les deux quasiment, tu sais. On se tenait pas tellement ensemble directement à ce moment-là, quand il y avait sa gang de plus vieux, puis moi, ma gang de plus jeune, ou dans mes affaires, ou qu'importe, non. Fait qu'on n'était pas tellement ensemble à cet âge-là. Peu de temps après s'être installé à Berthierville, Séville et Georgette, les parents de Gilles, ouvrent une entreprise de confection de vêtements. La petite compagnie fonctionnait bien, et les Villeneuve ont besoin d'engager d'autres couturières. Ils font donc appel à des voisines pour les aider. Gilles est adolescent, et c'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Daniel Houd, dont la mère travaillait pour la famille Villeneuve. Je suis très heureux d'avoir pu joindre Daniel, qui a replongé plus de 50 ans en arrière pour me raconter ses souvenirs avec Gilles. Bon, nous avions tous les deux 14 ou 15 ans, si je me souviens bien. Ma mère travaillait pour Georgette Villeneuve, la mère de Gilles. Et puis, on s'est mis vraiment chum rapidement avec la motoneige là, qui est arrivée. Nous sommes des pionniers quand même de la motoneige en 66-7 ou environ. Fait que c'est là que je l'ai connu. Après, bon, on était jusqu'à sa mort de très, très, très bons amis. Ça ne nous rajeunit pas, là. On n'a pas fait le cégep, mais on est allé à l'école des Hauts... comment ça s'appelait? C'était à Laval, puis on avait 15 ans, 16 ans, là. On n'avait jamais sorti de Berthier, puis on est arrivé à Laval, dans une école où il y avait plein de monde, hein, naturellement. Alors, on étudiait un peu. On s'est amusé beaucoup. On vivait chez mon oncle, qui avait une maison pas loin de l'école, justement. Et puis, on couchait dans la même chambre, dans le même lit. Alors, on passait nos nuits à jouer au poker, puis à lire des revues comme Motor Trend, Car and Driver, toutes ces choses-là. On n'était pas bilingue, disons, à 15 ans. Là. Alors, c'est certain qu'il a appris déjà sur l'anglais. Là, je suis persuadé, parce qu'on travaillait fort à lire ça, puis on essayait de se traduire avec les dictionnaires anglais-français. C'était assez long, merci. On a vécu pendant quand même 4-5 mois, le temps de l'école. Là. Et les week-ends, on descendait à Berthier, puis on voyait des amis. Amis et amis. Puis des fois, on partait sur le pouce. On a eu des aventures, là, mettons. Finalement, on a gagné Québec en pouce, mais on s'est pas rendu. On s'est rendu à Trois-Rivières. On est revenu sur le pas. Écoute, la famille nous cherchait un peu. Une journée ou deux, on a fait ça, puis tu pars de la campagne, tu arrives en ville, il y avait le cochon qui tousse, qui était juste à côté de l'école.
Je me souviens, c'était un bar, on avait 17 ans, on rentrait pareil. On est rentré une couple de fois loin, on a fait des folies de jeunesse. Pas beaucoup, sincèrement, pas beaucoup. Gilles n'aimait pas l'alcool, puis moi non plus. Fait que, on lisait des livres, puis on se promenait, puis on courait après les filles. C'est aussi à ce moment-là que Gilles débute la motoneige, mais pas encore en course. Au milieu des années 60, il se promène dans les sentiers des environs de Berthier avec son ami Daniel. Et croyez-le ou non, c'est Gilles qui retarde son groupe. Les fins de semaine, l'hiver, on descendait chez nous pour faire la motoneige. Nos parents nous avaient acheté des motoneiges. Lui, il avait, si je me souviens bien, sa première motoneige, c'était une motoski d'occasion. Puis moi, c'était une bombardier. Puis on était plusieurs qui se réunissaient au Carcan, le club Carcan. Les sentiers étaient vraiment dégueulasses. Là. Il n'y avait pas autant de machinerie qu'on a aujourd'hui. Alors, c'était quand tu partais pour une aventure de 20 000 ou 30-40 km, mettons 50 km, tu n'avais pour 7-8 heures. Fait que c'était incroyable. Encore plus quand Gilles était là, parce que quand il venait nous rejoindre au Carcan, on se réunissait là. Quand on voyait arriver Gilles, non, pas Gilles. Villeneuve. Pourquoi? Parce qu'il avait modifié sa machine, puis à chaque fois qu'on partait, là, il brisait. Puis on l'attendait, il réparait sur place, il avait modifié le moteur, le système d'échappement. On voulait pas le voir avec nous parce que nous, on voulait aller s'amuser. Au lieu de prendre 5 heures, ça prenait 7 heures. À cause de lui, on s'amusait là-dessus. Là, mais il voulait toujours être en avant de tout le monde quand c'était possible parce qu'on faisait des petites routes de village aussi glacées. Là, c'était intéressant. Il a été en avant, mais pas trop souvent avec sa première motoneige. C'est nous qui étions en avant. Il brisait constamment. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance, disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de Balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série Balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Au milieu des années 60, Gilles reçoit sa première voiture alors qu'il n'a même pas son permis de conduire. C'était une MJ 1600 MK1 rouge, une petite décapotable anglaise à 2 places. Certaines personnes m'ont dit qu'il l'avait acheté à un voisin, d'autres que c'est son père qui l'avait payé $100, ce qui correspond à un peu moins de $1000 d'aujourd'hui. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il va beaucoup la bricoler et même la conduire sur la route. On a eu des aventures, pas de plaque, pas de permis. On est allé faire Saint-Gabriel-de-Brandon, qui est à peu près 1 heure dans le retour de chez nous, où on était. Puis on est parti dans un petit rang, puis le capot a parti au vent, puis il y avait du monde en vélo qui passait au côté. C'est qu'on a eu peur. Elle a passé proche, on a profité de ça là. On a remonté à Saint-Gabriel. Il est allé faire une course de stock car à Saint-Gabriel avec son vieux MJ. Il a fait une ou 2 courses. C'est sûr qu'il n'était pas de taille, mais imagine que le plancher faisait ça bougeait. Il a brisé son volant. On est revenu à Berthier avec juste les broches. Puis on est descendu à plein régime. Puis il y a des montagnes, il y a des côtes. Puis un de nos autres amis qu'on connaissait, il y avait un petit Honda convertible. Écoute, on a descendu en course. Je peux te dire, avec pas de volant, puis bon, on arrivait en haut de la côte, on voyait rien, boum, ça passe. Ça a été vraiment spécial. Il était vraiment téméraire, puis un petit peu téméraire. Alors qu'il n'a toujours pas le permis de conduire, Gilles s'intéresse aussi à la voiture de son père, une Pontiac flambant neuve. Et un jour, il lui emprunte sa voiture, sans rien lui dire évidemment. Mais pour une fois, Daniel Hood n'embarque pas dans son idée à la James Dean. On était à Berthier dans un point de rassemblement de tous les jeunes de notre âge. Puis il mouillait.
Puis là, Gilles arrive avec le char dans son père. Qu'est-ce que tu fais là dans son père dans le fond? Tu sais, il n'y avait pas de permis. Puis il y avait un gars qui était pas proche de nous, mais qui voulait embarquer dans notre groupe. Puis dis-moi, je vais y aller. Ils ont embarqué, tous les deux sont partis, ils sont allés à Joliette, sont revenus. En revenant, il l'a échappé pas loin. Écoute, il a scrapé l'auto, il avait le genou cassé ou la jambe, je sais pas quoi. Il s'est envenu à pied, ça lui donnait juste à la maison facilement, là, 2-3 kilomètres de marche, le genou, la jambe brisée. Son compagnon dans l'aventure avec lui, il était pas dans l'avoir supporté pour l'aider. On n'a jamais su, puis il est arrivé chez lui, il est rentré chez lui, il s'est couché. Moi, le surlendemain, je suis allé chez lui, il y avait du plâtre, tout ça, puis j'essaie de me demander, je suis allé là, puis CV, il l'a même pas chicané. Il était pas trop content, mettons, là, mais il l'a même pas chicané. Plus qu'il faut, puis c'est une belle Pontiac convertible rouge, je me souviens très bien. Tu sais, Séville, il était un peu passe-bras pour ses enfants. C'est un cow-boy aussi, Séville, en passant. Là. Fait qu'on a eu des expériences assez... J'ai pas fait pipi à mes culottes, mais c'était juste. À 16 ans, Gilles atteint l'âge légal pour passer son permis de conduire. Il peut enfin rouler légalement sur la route. C'est aussi à cette période qu'il débute les courses de motoneige, grâce au concessionnaire ski roule de Berthierville. Quand il a commencé avec ski roule, c'est moi qui avais été demandé pour courir avec, je pense que c'était la ski roule de Berthier, puis moi j'avais une petite amie, elle voulait pas que j'en fasse, puis ouais. J'ai dit moi on m'a trouvé quelqu'un, puis là Gilles il a pris la place, puis on est allé faire la première course au Berthollet à Berthier. Là. Et puis tu le vois aller, là, il était à l'aise déjà, tu le voyais là, avec une machine qui fonctionnait bien, puis qui était vraiment modifiée par un pro. Alors c'est sûr que là il était toujours devant, il y avait des cylindries plus petites. Il courait contre les plus forts, les doubles de cylindries, puis il finissait toujours en avant. Parce qu'il y avait la niaque. Il l'avait. C'était bon. Avoir la niaque. Ça m'a étonné qu'un Québécois emploie cette expression bien française. Je l'avais jamais entendue au Québec. La niaque, c'est une combativité hors du commun. Et c'est vrai que Gilles, il avait la niaque. Il abandonnait jamais. C'est en gagnant ses premières courses avec des moteurs plus petits que ses concurrents qu'il se fait remarquer par l'usine Ski Roule. Il ne va plus courir pour un concessionnaire qui vend des motoneiges, mais pour la compagnie elle-même. Pour Gilles, c'est une première marche de montée. Il devient pilote officiel Ski Roule avec des motoneiges spécialement préparés par l'usine. C'est aussi à cette époque qu'il fait une rencontre déterminante, celle de Johan Barth, qui deviendra éventuellement Johan Villeneuve. Dans un livre publié il y a une quinzaine d'années, Johan Villeneuve raconte qu'ils se sont rencontrés quand elle avait 16 ans et Gilles 18. Selon elle, ça n'a pas été un coup de foudre immédiat, mais ils se sont revus ensuite et ont appris à mieux se connaître. Vu que Gilles habitait à Berthier et Johan à Joliette, il prenait souvent sa voiture pour aller la voir. À ce moment-là, il possédait encore une MGA cabriolet, mais noire, qui n'était pas vraiment en meilleur état que la rouge. Et comme me l'a raconté Daniel Hood, ça ne l'empêchait évidemment pas de la conduire le plus vite possible. C'est sûr qu'il était plus accaparé par sa blonde à lui, puis nous, on sortait pendant ce temps-là, on allait partout dans Disco. Il n'est pas venu souvent, mais il est venu. Il y avait un MJ noir, on devait monter à Joliette, il disait, tu viens de ça avec moi? On allait, mais il était trop tôt pour moi. Il est parti. Le lendemain matin, il s'est vu de la pelle. T'as pas vu Gilles? Ben non, on l'a pas vu. Il est parti avant moi, puis il était avec Johan, probablement. Finalement, il y avait eu un accident en montant. Il montait en course avec un professeur de Berthier. Il y avait un Plymouth Roadrunner, un 383, puis lui, il a son petit kiss d'MJ noir à 4 cylindres qu'il fallait que... Il n'avait pas modifié celui-là, mais il était quand même pas pire. Puis c'est un chemin sinueux, fait que, il est arrivé dans une courbe, il doublait le Plymouth Roadrunner, puis il y a un troupeau de vaches qui était en plein milieu de la rue. Écoute, il a capoté, il a tombé en terre, l'auto, parce que c'était un petit convertible, il a tombé sur son coin, ici. Il y avait les pointitudes en face, surtout dans la tête, les jambes un peu abîmées, mais ici, il a roulé, l'auto tombé dessus. Ils l'ont monté à l'hôpital. On savait déjà que Gilles aimait faire de la vitesse. Mais les accidents n'ont pas l'air de lui faire peur.
Et les blessures non plus. Le lendemain, on est monté à Saint-Gabriel. Il y avait des discothèques assez populaires à rêver au lac Anse-Prolongé. On a passé par Joliette. On était levé à l'hôpital. Il était magané un peu, puis il attendait d'avoir son congé, mais il voulait pas l'enlever. Puis c'est sûr, il est pas disparu, il venait avec nous autres à la discothèque. J'étais tout potier noir. La MG étant trop abîmée pour être réparée, Gilles achète ensuite un petit coupé Skoda. Vous savez pas ce que c'est ? C'est normal. C'était une voiture tchèque à 2 portes qui a été très très peu vendue au Canada. Il avait même peint un numéro sur les portes, le numéro 13, pour imiter les voitures de course de l'époque. Et sa manière de la conduire était plutôt originale, comme me l'a raconté son frère, Jacques Villeneuve. Il y avait un coin à Saint-Thomas. Mon frère, c'était quasiment un spectacle. Quand mon frère revenait de Joliette ou passait là, il y a un coin qui revirait à, mettons, 70 degrés, mettons, qu'on peut revirer assez vite, tu sais. Il essayait tout le temps de le revirer en envers, mon frère, ça a jamais reviré. Il vient, c'est 2 roues, puis revirer en envers. Le monde, il s'en vient, pas de 2 roues, puis il retombe. C'était la comique du coin à Saint-Thomas, dans ce temps-là. Vous connaissez la série américaine Shérif Fais-moi peur, populaire dans les années 80 ? Eh bien Gilles faisait un peu ce genre d'acrobatie, mais 10 ans plus tôt, dans l'anneau d'hier. Il y a une autre personne qui se souvient bien de cette voiture et de ses acrobaties. C'est Gaëtan Giroux. C'est un mécanicien qui avait un garage à Berthierville et avec qui Gilles est devenu ami. Un gars avec qui il parle la même langue, celle de la mécanique, et qui le laisse travailler dans son garage. Gaëtan va aussi l'aider à modifier ses voitures. Ça, on en parlera un peu plus dans le prochain épisode. Mais pour ce qui est de la petite Skoda à 2 portes, Gaëtan s'en souvient très bien. Et surtout, comment elle a fini. Parce que c'était un char qui était assez haut, puis il trouvait un peu. Quand il montait à Joliette, les gars disaient « Mais là, quelle heure tu reviens à telle heure? » Donc là, il y avait du monde sur les perrons. Puis il venait sur 2 roues de même. Mais il dit un soir, il a voulu faire mon frère augmenter. Il a manqué de rentrer dans le perron, puis il y avait du monde. Je pense que c'est trop dangereux. Fait virer un char sur 2 roues. Fait que là, tu vois ça dans les vues, là. Oublie ça, c'est sûr qu'un Skoda, t'as une boîte assez haute, puis il traite un peu, là. Elle a fini comment, cette auto-là? Il l'a juste Ça a fini à acheté? scrap. Regarde bien ça, la patente dans la bonne histoire, c'est ça, le Skoda. Quand ils ont fait la 40, site, là, on allait pousser là, nous autres. Des bouts d'asphalte qu'ils avaient fait, mais t'es pas ouverte. Fait que là, mon Villeneuve allait avec son Skoda, en fin de compte, ça n'a pas poussé, là. Fait que là, la police arrive. Probablement, il y en a qui ont fait un rapport. Il dit, Villeneuve, tu couches sûrement pas avec ça. Ben, il dit, parlez que ça allait. Ben là, il dit, pas. Comment ça, il part pas? Ben, si t'entends un défaut. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je sors avec mes chums, hein? Puis il pousse, puis je fais pas. Ah, il pousse les gars, ils se regardaient les polices. Je me dis, pas bien ce qu'ils disaient, en tout cas. Fait que là, hein, flasheur, drôle de lumière, qu'est-ce que tu veux de break à bras? Un wiper, il y en avait un peu ça, je pense. Fait que là, ils ont dit, on va donner un papier, là, scrap. Fait que ça a été la fin du Skoda, ben là. J'aurais bien aimé être sur un des perrons dans l'anneau d'hier à l'époque, pour voir passer Gilles Villeneuve sur 2 roues avec sa Skoda. C'est vraiment comme dans une série télé. Après la Skoda, Gilles va user plusieurs minounes à bas prix jusqu'en 69. C'est cette année-là qu'il s'offre sa première voiture vraiment performante, une Ford Mustang 1967. Une voiture usagée, bien sûr, mais en bien meilleur état que les précédentes. C'est d'ailleurs cette voiture qu'il va utiliser pour ses premières courses, et qui fera de lui la cible préférée des policiers de la région, comme vous pourrez l'entendre dans le prochain épisode. On était à une 5-6, on avait des Mustang, Duster, Firebird. On était assez tannants avec les policiers, là. Moi, puis c'était tellement familier, c'était le fun, ils emmenaient assez en arrière du sort de police. Puis là, moi, dit à ton père, puis tu vois, m'ont vous poignez, vous deux, tu sais, le policier qui parle, c'était incroyable. Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. J'aimerais remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon-Lafrance à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario, et bien sûr, toute l'équipe du Guide de l'Auto et de Cube Radio.